Alors bon, on nous a rassurés, hein, on nous a dit, et on continue à nous le dire, hein, il y a une vaste offensive de communication là, d'Enedis cet automne 2017. On nous a dit que ça avait été très étudié, par exemple l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, avait mesuré qu'il n'y avait aucun problème. On nous avait dit que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, avait dit tout va bien, on pense qu'il n'y aura pas de risque. En fait, ils ont rendu un rapport en décembre dernier. Voilà, on va en parler. Le truc, c'est qu'il n'y avait eu aucune étude de fait avant le déploiement, donc on se lance en fait, hein, on se lance et puis on verra plus tard. Ils avaient utilisé pour justification, lors des débats à l'Assemblée nationale, une étude, en fait une simple mesure qui avait été faite par le CRIREM, le Centre de recherche et d'information indépendance sur les rayonnements électromagnétiques. Mais le truc, c'est qu'effectivement, disons déjà, en fait, si vous voyez ce que représente cette étude ou ces mesures, en fait, elle est désavouée par le CRIREM lui-même, qui trouve qu'en fait, on a complètement détourné son étude. Vous voyez, c'est une présentation très malhonnête de notre expertise. C'est scandaleux. Cette étude avait été réalisée sur du matériel expérimental qui n'a rien à voir avec la technologie déployée aujourd'hui. Donc, ce que l'on avait validé n'est pas applicable. Donc, voilà le seul truc qui avait été fait et utilisé pour valider au moment du vote de la loi la chose en question. L'ANSES, dans on va dire la déclaration qu'ils ont sortie, le rapport qu'ils ont sorti donc en décembre 2015, dit qu'en gros, il n'existe pas vraiment d'études sur l'impact du CPL sur la santé, ni de l'impact des compteurs communicants sur la santé. Mais en gros, on pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein, en résumé, voilà. Et puis, ils ont vite sorti ça, en fait. Ils ont sorti ça le 15 décembre 2016, parce que 9 jours avant, ou non, même pas, 6 jours avant, était sortie une dépêche qui parlait d'un jugement. Un jugement qui venait d'être prononcé au tribunal de Grenoble et qui imposait le démontage d'un compteur à eau à radiofréquence chez une électrosensible et qui interdisait la pose d'un Linky. Donc il y avait absolument urgence à essayer de faire un contre-feu. Ils ont sorti cette étude très vite en fait ils ont dit bon, toutes les informations ne sont pas rentrées, notamment la fameuse étude du CSTB dont on avait parlé tout à l'heure, mais si on a des éléments nouveaux, on vous tiendra au courant, en gros. Hein. Et donc ils ont sorti en juin une mise à jour disant oui, alors le CPL il est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus permanent que ce qu'on nous avait laissé dire, sous-entendu ce que Enedis avait affirmé depuis le début. Mais a priori, on est dans les normes. Donc il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'on est dans les normes. Alors à ce stade, moi je vais vous montrer 2 petits extraits vidéo. Un extrait vidéo qui va vous montrer un reportage sur France 3, sur ce que l'on on constate vraiment sur le terrain. D'accord ? Et puis un extrait vidéo tiré de Take Back Your Power qui vous donne une idée un petit peu de ce que c'est que ces normes auxquelles on se réfère et quand on veut nous rassurer, on nous dit on est dans les normes, donc dormez braves gens, il n'y a pas de problème. Vous allez voir. Alors, déjà, ce fameux petit extrait-là, c'est France 3, Nice, une personne donc de Nice qui est chassée de chez elle. Laurent Desplat ne supporte pas certaines ondes électromagnétiques. Le quarantenaire vit dans cet immeuble depuis 18 ans. Aucun problème, jusqu'à la pose du fameux appareil. Je commente en même temps. Il ne supporte pas certaines ondes électromagnétiques, mais il habitait depuis 18 ans dans son logement sans problème. Donc le Wi-Fi des voisins, le portable des voisins ou les choses comme ça, par exemple, il avait supporté jusque-là. Donc là, il y a quand même quelque chose en plus. C'est là qu'ils ont mis les compteurs, qu'ils ont installé les compteurs. Ils nous ont enlevé les anciens, ils ont remis les nouveaux compteurs Linky. Depuis, son quotidien est devenu un calvaire. Après 3 nuits d'insomnie, il s'est réfugié chez un ami, ne pouvant plus supporter les ondes émises par le compteur. Petit complément, le collectif Stop Linky Air toulonnaise a envoyé à l'ANSES une liste de 100 témoignages de personnes qui ont donc parfois été jusqu'à être chassées de chez elles par le compteur. Et pour d'autres, sont très malades. Donc, sachez-le, l'ANSES n'a pas pris en compte ces documents, mais a quand même recommandé en juin la pose de filtres chez les personnes pour empêcher l'entrée du CPL dans leur logement. Donc, ce sont des recommandations. Pour le moment, motus et bouche cousue, Enedis n'a pas du tout relevé tout ça. Voilà.
Au moment où je rentre dans le bâtiment, tout doucement, petit à petit, j'ai des déficits de concentration, je me cogne un peu aux portes, j'arrive dans la cuisine, je ne sais pas ce que je suis venu faire. Je veux dire, c'est des symptômes que je ne connais pas. Et au bout d'un moment, en fait, c'est les migraines vraiment puissantes. Après, c'est de l'oppression respiratoire, une oppression respiratoire vraiment, vraiment violente, et ça part carrément sur le cœur. Alors, les symptômes dont il parle là sont très classiques en fait, beaucoup plus qu'on le croit. Le syndrome des micro-ondes, en fait, est connu depuis au moins les années 70. En fait, on se rend compte qu'il n'est pas causé uniquement par les micro-ondes, on l'a appelé comme ça parce que c'est à cause des micro-ondes, en particulier des radars, que ça a été mis en évidence notamment par l'armée. Vous avez un rapport de l'armée américaine qui date de 72 et qui compile déjà plus de 2300 études sur le sujet. Donc c'est quelque chose de très connu et les symptômes sont très classiquement des migraines, donc des maux de tête, des problèmes de ce genre, puis des problèmes d'insomnie, des problèmes de grosse fatigue du coup, des problèmes aussi liés à peut-être des fois à des vertiges, des acouphènes, et puis ça peut aller après jusqu'à des problèmes cardiaques, vous voyez, des arythmies cardiaques, et des problèmes respiratoires, d'oppression, mais également et surtout, je dirais, des problèmes neurologiques. Donc le fait qu'ils disent je vais dans la cuisine, je ne sais plus ce que je suis venu faire, etc., eh bien, c'est emblématique en fait du fait que vous commencez à avoir généralement des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation, d'élocution, et c'est lié souvent à un problème d'oxygénation du cerveau. Voilà, donc il existe par exemple un professeur qui s'appelle professeur Bellepomme, peut-être que certains connaissent, hein, assez connu dans le domaine sur Paris, et qui fait systématiquement faire des études d'oxygénation du cerveau à ces patients électrosensibles qui viennent le voir, et on constate en fait généralement des zones entières du cerveau qui sont très peu oxygénées, très peu irriguées aussi, et donc ça cause ce genre de problème, et ça peut arriver jusqu'à Alzheimer. Donc le principe de ça, c'est qu'en fait, c'est connu depuis belle lurette. Je vous montrerai un autre extrait si ça vous intéresse. On le sait depuis les années 70 que les micro-ondes provoquent ce genre d'effet à des seuils bien inférieurs aux normes en vigueur. Et effectivement, on a vu depuis qu'il n'y a pas que ces micro-ondes qui créent ça, que les basses fréquences aussi, qui sont beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus basses. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée des échelles. Micro-ondes, on est par exemple dans les mégahertz jusqu'au début des gigahertz, par exemple. Et pour ce qui est basse fréquence, vous pouvez avoir des fréquences qui se rapprochent de nos fréquences à nous. Donc, par exemple, autour de 1 kHz ou moins, vous avez 10 Hz, 20 Hz. Ce sont des fréquences qui sont des fréquences biologiques et qui sont du coup, en particulier pour le Wi-Fi, vous avez des très hautes fréquences, enfin des hautes fréquences, et puis vous avez aussi des basses fréquences dans le Wi-Fi. Et le Wi-Fi a en fait une interaction négative avec les signaux utilisés par nos cellules, en particulier les cellules du cœur et les cellules du cerveau. Donc, Wi-Fi très mauvais. Si vous l'avez chez vous, je vous recommande de l'enlever le plus possible. Voilà, ensuite, d'ailleurs, si vous voulez à la fin de cette réunion des petits conseils pour essayer de limiter son exposition aux ondes et aux champs électromagnétiques, on pourra regarder ça. J'ai aussi amené des appareils de mesure sur voilà, les champs et les ondes pour vous montrer un petit peu. Voilà, alors, par rapport à ça, je finis juste sur le dernier volet. Les basses fréquences ont été les premières, très basses fréquences, ont été les premières à être classées potentiellement cancérogènes par l'OMS au début des années 2000. Depuis 2011, c'est tous les champs et ondes électromagnétiques qui sont classés potentiellement cancérogènes. Ceux qui se demandent pourquoi le potentiellement, eh bien, cherchez sur le site de Robin des Toits l'article qui s'appelle « L'affaire Repatcholi ». Et vous comprendrez comment M. Repatcholi, un médecin australien, a chapeauté pendant 10 ans le programme de l'OMS pour les champs électromagnétiques, les champs et ondes électromagnétiques, et qu'il a été en fait responsable de mise à l'écart de toutes les études qui auraient pu montrer une potentielle toxicité, et qu'il est parti à la retraite dans une odeur de soufre après avoir, disons, été mis en cause parce qu'il touchait de l'argent des opérateurs. Voilà. Donc voilà pourquoi le potentiellement cancérogène seulement, en sachant que les assurances ne couvrent plus les champs et ondes électromagnétiques, les effets, depuis le début des années 2000. Donc ils savent peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. En tout cas, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé pour l'amiante. Voilà. L'amiante, début du XXe siècle pour les assurances anglo-saxonnes qui arrêtent de couvrir les impacts. Et maintenant, on est
dans une situation beaucoup plus, disons, ouverte. On sait qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire que les gens sont poursuivis. Victimes eux aussi de vertiges et de migraines, une dizaine de résidents de l'immeuble ont apporté leur soutien à Laurent Desplat. Ils demandent le retrait de la petite boîte jaune. Une dizaine de personnes qui ressentent la même chose. C'est pas tout à fait commun. C'est pas lui qui est sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il est peut-être un tout petit peu plus sensible que les autres. Il fait détecteur, quoi. Mais les autres, ils ont déjà des problèmes aussi. Du côté des D10, ex-ERDF, on affirme que rien n'a changé par rapport à l'ancien appareil. Selon l'entreprise, le compteur Linky ne représente aucun danger pour la santé. L'Agence nationale des fréquences, qui est un organisme indépendant et qui a réalisé des mesures de champ électrique sur le compteur Linky, l'Agence nationale des fréquences n'est pas indépendante, hein, voilà. C'est une agence nationale, justement. A montré que le rayonnement électrique du compteur Linky est exactement le même que celui des anciens compteurs, les compteurs bleus. Alors vous avez remarqué, il parle du rayonnement électrique du compteur Linky. Il ne ment pas, seulement il pointe le bout de la lorgnette uniquement sur un petit quelque chose qui n'a aucun intérêt, parce que personne ne remet en cause le fait que le compteur Linky lui-même n'émet pas nécessairement plus de rayonnement que son prédécesseur. Le problème, c'est qu'il est associé à un système où on injecte dans tous les câbles du logement des fréquences supplémentaires. Et ça, motus. Vous avez remarqué, on n'en parle pas. On attire l'attention sur un petit truc qui est vrai, tout en essayant de cacher la montagne derrière qu'on n'évoque pas. Voilà. Donc, soyez alertés à ce discours. Aucun changement par rapport à l'ancien compteur, mais les mots de Laurent Desplat sont bien réels. Pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre ces symptômes et les nouveaux compteurs. Alors c'est un peu pareil pour tout ce qui est micro-ondes, c'est aussi un peu pareil pour tout ce qui est syndrome des éoliennes, d'accord? Je vous parlais des basses fréquences, mais il y a les très basses fréquences aussi. Les éoliennes, malheureusement, sont aussi responsables du syndrome des éoliennes qui provoquent les mêmes types de symptômes dont on a parlé pour les micro-ondes et qui peuvent se faire sentir quand il y a des failles jusqu'à 40 km des éoliennes, d'accord? Donc ceux qui pensent que les éoliennes c'est une bonne idée, l'éolien industriel, ben, je suis désolée, mais pas du tout, du tout. Et en plus, le problème, c'est pas du tout uniquement le paysage, c'est que les gens tout autour sont impactés en termes de santé. Donc renseignez-vous parce qu'il y a une grande vague spéculative actuellement sur les éoliennes et qu'il y a des projets pour mettre des éoliennes absolument partout. Et souvent on le découvre quand c'est trop tard. Voilà. Donc le petit éolien, oui. Le grand éolien, pas une bonne idée. Alors je vous montre un autre extrait, puisqu'on parlait des normes. Pardon. Oui. L'installation avait commencé, je ne sais plus si c'est Canada, Allemagne ou Angleterre. Oui. Où ils ont commencé à redésinstaller, je crois. Oui. Alors au Canada, ce qui a été redésinstallé, c'est dans le Saskatchewan, la province du Saskatchewan, suite à un certain nombre d'incendies en fait qui ont eu lieu dans cette province. Donc ils devaient démonter 185 000 compteurs qui étaient des compteurs à micro-ondes. Il y a des coins où effectivement il y a eu des jugements en Californie par exemple, où il y a eu effectivement des personnes qui ont eu gain de cause par rapport à ce genre de choses. Vous avez au moins une quinzaine d'États aux États-Unis où il y a une option de retrait gratuite, d'accord. Si vous regardez le film Take Back Your Power, vous en saurez plus justement sur ce qui s'est passé à l'étranger. Les Nord-Américains ont essuyé les plâtres, hein, soyons clairs. C'est eux qui ont été les premiers impactés, quoi. Donc ils sont assez remontés contre ça. Et effectivement, ils sont aussi les premiers, on va dire, à subir les conséquences de ce qui est en train de se développer actuellement, c'est-à-dire la 5G. Vous avez peut-être entendu parler ici, voilà, avec le développement de mini-antennes relais partout dans les rues, dans les abribus, dans les feux de circulation, dans les réverbères, tout ça pour essayer de développer un maximum, notamment la voiture connectée, avec l'idée de la voiture dans laquelle on peut télécharger les films, les choses comme ça. Vachement intérêt à faire ça dans la voiture, mais bon, voilà. Et puis surtout, pour préparer la voiture dite autonome, la voiture sans conducteur. Exactement, c'est ça, ça va avec. Et puis surtout, vous aurez tellement peur de vous faire attraper pour excès de vitesse, parce que le problème, c'est que vous avez maintenant, par exemple, un projet qui a été voté, donc c'était au printemps 2016, pour
donner accès à la justice, à la boîte noire, on peut dire, de nos véhicules, à l'électronique embarquée, ce qui fait que vous associez ça avec la notion de voiture connectée, et en fait, dès que vous dépassez de 1 km/h la vitesse autorisée, on le sait. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, quoi. D'accord? Ça, plus la géolocalisation, on peut toujours savoir effectivement si vous êtes plus près, trop près peut-être de la voiture de devant, et puis vous avez tout ce qui est évidemment... on va dire objets connectés de la voiture elle-même qui donnent des renseignements sur votre position. Donc, arrivé à un moment où finalement, où que vous soyez, quoi que vous fassiez en voiture, vous pourrez être verbalisable à la moindre infraction. Et donc, les gens auront tellement peur qu'ils voudront remettre leur libre arbitre, on peut dire, à une voiture automatique. Voilà. Donc, effectivement, vous avez des expérimentations sur la 5G qui ont eu lieu, par exemple, en Corse. Oui. À Annecy, à Montreuil, d'accord. En Corse, c'est incroyable. Vous avez la société Bolloré Télécom qui essaye de vendre, entre guillemets, la possibilité à des gens pas très loin de la route, vous voyez le lien, de mettre sur leur maison une antenne 5G contre la somme mirobolante de 120 € par an, mais il faut qu'ils payent l'électricité. Donc ils se font irradier pour 120 € par an en payant l'électricité et ils ont un contrat de 4 ans qu'ils ne peuvent pas modifier. Voilà. Donc super, hein, voilà. Eh bien, c'est ça la question. Voilà. Est-ce que les Corses seront assez informés et assez rebelles pour ne pas se laisser faire? C'est ça la question. Enfin, si vous avez des amis corses, allez voir. Plastiquer la chose, j'en sais rien. Il ne faut pas qu'ils plastiquent leur maison aussi. Donc voilà. Cependant, allez voir. Hein, si vous avez des amis corses, il faudrait les informer. Voilà. Alors, juste, je vous montre celui-ci. On va le mettre en muet parce que je ne sais pas si vous êtes des cracks en anglais, mais on va le commenter comme ça. Donc, vous avez en fait... déjà plus de 6000 études, voilà, qui montrent en fait des problèmes associés à ces études. Et comme on peut le voir si vous voulez après, il y a un aspect important de la recherche scientifique qui est vraiment financé par les opérateurs, ce qui fait que des études indépendantes, vous n'en avez pas beaucoup. Et vous voyez sur Take Back Your Power, c'est assez marrant parce que vous avez le docteur Henry Lai de l'Université de Washington qui a fait une compilation un peu d'études pour voir si le financement avait une importance sur le résultat. Et de façon générale, eh bien, vous avez 70% des études financées par l'industrie qui disent qu'il n'y a pas de problème. Et si ce sont des études financées par des sources indépendantes, eh bien, au contraire, 70% d'entre elles trouvent qu'il y a des problèmes. Voilà. Mais la technique actuelle n'est pas de dire qu'il n'y a pas de problème, en fait. La technique actuelle, c'est d'entretenir le doute. Il y a un excellent livre qui s'appelle « Les marchands du doute », que je vous invite à regarder, qui montre comment l'industrie du tabac, notamment donc dans les années 60, a engagé des sociétés de communication très, très, finalement, pointues, qui ont lancé cette technique. Vous financez des études par des scientifiques qui sont d'accord pour orienter un peu leurs résultats dans un certain sens, et puis ça entretient le doute. Ça permet d'avoir des études qui montrent que c'est problématique et des études qui ne montrent pas que c'est problématique ou qui montrent que ce n'est pas concluant. Et comme ça, personne ne se mouille. On peut dire « Ah, on ne sait pas, ça n'est pas tranché, il faut faire plus d'études ». Comme ça, tout le monde y gagne, sauf nous. Vous avez effectivement les scientifiques qui ont encore plus de crédit pour continuer leur recherche. Vous avez l'industrie qui peut continuer à faire son business. Et vous avez le législateur qui n'a pas à se mouiller pour essayer de prendre telle ou telle position vis-à-vis des grosses entreprises. Et donc, qui peut refiler le bébé au suivant, par exemple, et pouvoir... voilà, être plus tranquille pendant leur mandat. Donc effectivement, ce genre de système, les marchands du doute, l'industrie du doute en fait, ça a été créé par les communicants engagés par l'industrie du tabac dans les années 60 et ça a été réutilisé depuis allègrement pour les gaz de schiste, pour les OGM et là pour les micro-ondes en général, pour tout ce qui est téléphonie mobile. Voilà, donc en rapport avec les compteurs communicants aussi. Voilà, donc vous voyez un petit peu le principe. Alors, maintenant qu'on sait que on peut avoir des milliers d'études qui montrent qu'il y a un problème, mais que l'idée, c'est surtout de ne pas s'y pencher trop, surtout de ne pas dire qu'on sait que ça peut poser un problème, ni d'appliquer un quelconque principe de précaution. Maintenant qu'on sait que, quel que soit le nombre d'études, on peut toujours dire il n'y en a pas encore assez, c'est pas encore concluant, et on peut toujours repousser la chose encore de quelques années, histoire de bien installer la technologie et qu'on ne puisse pas revenir en arrière, et que ça soit difficilement prouvable quand tout le monde est malade, on va dire. Eh bien là, le principe, c'est qu'effectivement, on a quand même un certain nombre d'études qui montrent qu'avec une exposition très faible, on a déjà des problèmes. Par exemple,
vous allez un premier niveau qui est le niveau auquel votre portable peut dire « ça y est, ça capte ». Ce n'est pas du tout la quantité d'ondes envoyées dans le cerveau, hein. C'est très faible là, c'est uniquement un portable qui va dire « ça y est, je capte », c'est le brouillard d'ondes, si vous voulez, nécessaire pour qu'il dise qu'il y a une barrette, par exemple, pour pouvoir passer un appel, par exemple. D'accord. Juste pour information, 2 minutes de conversation avec le portable contre l'oreille, c'est 2 heures de perturbation de vos ondes cérébrales. Donc, voilà, évitez, au moins un minimum, mettez le haut-parleur. Alors, à un niveau très faible, en microwatts par centimètre carré, donc de ce brouillard électromagnétique, on a déjà un vieillissement prématuré des aiguilles de pin. Sachez qu'aussi, des tests ont été faits sur les plantes exposées au Wi-Fi et qu'elles ont des gros problèmes de germination, de fructification, de croissance, etc. À 0,05 microwatts par centimètre carré, donc vous avez déjà des problèmes de maux de tête, d'irritation, problèmes de concentration et de comportement chez les enfants. Donc ça, c'est un certain nombre d'études qui montrent cela. On est très faible en exposition là. En ce qui concerne les Allemands, ils ont une sorte de charte de construction écologique et qui déjà montre un niveau d'inquiétude important quand les gens sont exposés à 0,1 microwatt par centimètre carré. Voilà. À 1 microwatt par centimètre carré, c'est à peu près l'équivalent du portable qui serait en Wi-Fi et qui chercherait, par exemple sur vos genoux, là, et qui chercherait le Wi-Fi. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que la box qui émet en Wi-Fi potentiellement chez vous. Faites attention, même si vous mettez le câble, potentiellement il faut désactiver le Wi-Fi, sinon ça continue quand même. Et il y a tous les trucs sans fil. L'imprimante sans fil, le portable sans fil, etc. La souris sans fil. Tout ça, ça peut être constamment en train de chercher le Wi-Fi, de la box, donc d'émettre également. Et donc, par exemple, l'équivalent de ce qu'un portable vous pourrez créer sur vos genoux, eh bien, ça correspond déjà à ce qui a altéré la viabilité du sperme, par exemple. Donc, altération de l'ADN. Voilà, donc en plus de problèmes de fertilité, on voit des problèmes divers, vous voyez, maux de tête, vertige, irritabilité, fatigue, douleur dans la poitrine, insomnie, difficulté à respirer, etc. Difficulté de digestion. On n'est qu'à 1 microwatt par centimètre carré. Quand vous verrez les normes, vous comprendrez ce que je veux dire. À 2,5, donc il y a déjà une altération du métabolisme du calcium dans les muscles en général, et en particulier, donc, là, ça avait été mesuré dans le muscle cardiaque, mais c'est partout. Le calcium circule dans les membranes sous forme d'ion. Voilà. Donc, palpitations et arythmies cardiaques peuvent être aussi en partie expliquées par ça. Ensuite, à 4 microwatts par centimètre carré, vous avez changement dans l'hippocampe, donc qui affecte la mémoire et l'apprentissage. Voilà. Fertilité, mémoire, apprentissage, cœur, ADN, ça commence à faire beaucoup déjà. Hein. Et on est à un niveau d'exposition qui finalement est encore, vous allez le voir, très faible. Oui. C'est la même échelle que pour la DAS? Le DAS, non, le DAS, non, parce que le DAS, c'est par kilo d'organisme, en gros. C'est pas pareil, c'est pas la même échelle, non. Mais vous allez voir l'échelle des normes, par contre. Donc, eux, ils ont mesuré les émissions d'un compteur communiquant à micro-ondes. Donc, ça correspond à un compteur électrique pour eux, à nos compteurs à gaz, nos compteurs à eau et nos compteurs électriques quand ils auront le Linky, si vous voulez, pardon, quand ils auront le ERL, le boîtier supplémentaire rajouté. Voilà. Donc, ça donne un peu une idée. On est déjà bien au-dessus de tout ce qui cause déjà pas mal de problèmes. Si vous avez effectivement l'impression que c'est quand même déjà problématique, sachez qu'il y a un certain nombre d'États qui ont mis des normes strictes, très strictes. Elles sont suffisamment strictes pour être, malgré tout, au-dessus de tous les effets qu'on a déjà constatés quand même. Hein. D'accord? Donc sur l'ADN, le cerveau, la fertilité, plein de choses. Le cœur.
Voilà, donc vous avez la Chine, Pologne, Russie, la Suisse, Liechtenstein, Luxembourg, etc. Ça correspond déjà à des résultats qui s'apparentent à des stratégies d'évitement, c'est-à-dire vous ne savez pas qu'il y a une source émettrice, mais au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, vous ne vous sentez vraiment pas bien, et vous, instinctivement, vous éloignez de cette source. Voilà. Ça, c'est le nombre correspondant à 12 compteurs. Donc, vous auriez ce genre d'émission avec une banque de 12 compteurs contre un mur, par exemple. Et en fait, tout ça, c'est possible parce que les normes qui sont aux États-Unis, mais au Canada également, et également en France, pas que en France, mais dans beaucoup de pays européens, eh bien, elles sont énormes. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué, hein. D'accord? Donc, si, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. À partir du moment où vous avez une situation comme ça, le principe de précaution ne peut jamais s'appliquer parce qu'on va toujours vous dire, il n'y a pas de risque, on est en dessous des normes. Voilà. Tout à fait. Voilà. Il suffit de casser le thermomètre. Il n'y a plus de problème. On casse le thermomètre et on ne sait plus, en fait, hein, ou on dit qu'il n'y a plus de problème. Voilà. Donc là, on en est là, si vous voulez. Ça, c'est pour les expositions, par exemple, au micro-ondes. Mais sachez que les expositions aux champs électriques et aux champs magnétiques, comme ceux qui sont rayonnés autour des câbles, donc qui passent dans nos logements par le CPL du Linky, eh bien, sont aussi à des niveaux extrêmement élevés par rapport aux effets biologiques réels qui sont constatés. Voilà. Donc, sur le volet santé, je pense que vous avez une bonne idée un peu de la situation, des discours des uns, de la réalité pourtant constatée sur le terrain, des artifices qui sont, disons, utilisés pour justifier qu'il n'y a pas de problème et qu'on ne va pas s'y pencher. Mais sachez-le, les choses évoluent quand même. Par exemple, là, le 20 septembre, nous venons d'avoir un jugement très encourageant à Grenoble aussi, donc qui a en fait... disons, autorisé, on peut dire, un couple à ne pas installer le Linky, contrairement à ce que Enedis, évidemment, cherchait à leur imposer. Donc, c'est des gens qui avaient le compteur à l'intérieur, donc à qui on demandait régulièrement de prendre rendez-vous pour le mettre. Visiblement, il y avait une forme de harcèlement, qui est leur technique pour essayer de faire craquer les gens et ouvrir leurs portes au minimum. Et effectivement, 20 millions de foyers en France ont le compteur à l'intérieur, donc pour eux, c'est problématique et donc ils y vont très fort, hein. On verra ça tout à l'heure si vous voulez au niveau des arguments qui sont mis en avant et ce que vous pouvez dire ou faire pour limiter tout ça. Donc en tout cas, les époux donc, les époux F, on ne sait pas leur nom, mais en tout cas de Grenoble, eh bien, ils ont obtenu gain de cause contre Enedis et ça c'est très 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 intéressant parce qu'effectivement le tribunal considère que même si peut-être le risque ne s'applique pas à tout le monde, il s'applique déjà à certaines personnes et qu'on ne peut pas les obliger à subir cela. Et ça, c'est absolument majeur, hein. Moi, je connais des personnes, par exemple sur Toulon ou là même sur Rieux-de-Pelleport en Ariège, qui sont obligés de quitter leur logement suite à la pose d'un compteur. D'accord ? Donc là, ceux de Rieux-de-Pelleport, ils avaient un peu quelques moyens. Ils ont acheté un transformateur d'isolement. Ils ont réussi à retourner, puisqu'ils dormaient dans les bois, dans leur voiture. Ils ont réussi à retourner dans leur maison. Ils dorment maintenant dans le local technique de l'annexe, parce qu'il y a un disjoncteur différent. Ils disjonctent tout, ils ont un bracelet de mise à la terre. Si le bracelet s'en va pendant la nuit, ça les réveille parce qu'ils ne sont pas bien. Ils sont devenus électrosensibles complètement maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne peuvent pas aller dans un café, un restaurant, parce qu'il y a du Wi-Fi. Quand ils font leurs courses, c'est éclair. Quand ils vont dans un endroit où il y a des néons, ils ne peuvent pas tenir. Ils demandent par exemple un truc à la pharmacie, puis ils vont dehors et on leur apporte les médicaments ou des choses comme ça. Donc, leur vie a basculé, c'est clair. Ça les a rendus électrosensibles. Mais effectivement, grâce à ce transformateur d'isolement et grâce au fait que Enedis a accepté finalement, parce que leur situation était un peu spéciale, ils avaient le câble de la ligne d'Enedis, le câble du neutre, qui était mis à la terre, comme ils font souvent quand on est en bout de ligne, donc vérifiez si c'est votre cas, eh bien, il était mis à la terre à côté de leur piquet de terre à eux. Ce qui fait qu'ils ont été immédiatement affectés par les courants vagabonds qui étaient amplifiés par le Linky, si on peut dire, le CPL, qui les polluaient par le sol, les polluaient par leur prise de terre, et ils avaient la phase polluée aussi par le CPL du Linky. Donc eux, ils étaient pris tellement par différents canaux qu'ils ont réagi absolument immédiatement. Et le couple, les deux.
D'accord? Donc lui, il était un peu électrosensible avant. Elle n'avait aucun symptôme, mais ça a été déclenché en même temps. C'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, bah, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et c'était le jour même. Voilà. Ça vous donne un exemple. Il y en a d'autres, des gens comme ça. Voilà. À savoir que ces personnes-là, puisqu'on les connaît Oui. toutes les deux, lorsque Enedis a frappé leur porte pour le changement, Oui. ils ont ouvert la porte en disant, mais entrez donc, faites-le. Tout à fait, tout à fait. Mais vraiment rien contre le... Il n'y a pas d'histoire d'effet nocebo là, parce que ça c'est encore un truc qui est dit. Voilà, on n'arrête pas de dire ah les électrosensibles, bah, c'est que quelques personnes et puis ce sont des hystériques ou des je sais pas quoi, des psychologiquement dérangés. Exactement. Et ben il y a autre chose, c'est très clair, c'est sûr. Donc là effectivement. On encaisse jusqu'à un moment donné où effectivement le corps dit stop, quoi. Mais à la rigueur, alors je ne sais pas s'il y a une solution qui est préférable à une autre. Chez les personnes dites électrosensibles, le corps signale suffisamment fortement qu'il y a un problème pour que la personne s'en aille, s'éloigne de la zone. Alors il y a des fois c'est un problème parce qu'elle ne peut plus vivre du tout, elle ne peut plus travailler là-bas, elle est obligée d'aller vivre dans son camion au fin fond d'un bois ou dans une grotte, ou voilà, donc c'est effectivement une vie de solitude, d'errance, de non-revenu, de plein de choses. Voilà, c'est le problème. Tout à fait, tout à fait. C'est complètement galère, on est d'accord. Le problème des autres, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est un peu comme quand vous mettez votre doigt sur la flamme de la bougie, quoi. En gros, il y a ceux qui sentent la douleur et qui vont retirer leur doigt. Peut-être au bout d'un moment, ils sentent tellement la chaleur qu'ils peuvent même plus s'approcher d'une bougie, c'est problématique. Mais d'un autre côté, s'ils sentent rien, bah, ils laissent le doigt dans la flamme et puis bah, ils finissent avec le doigt carbonisé. Et le problème, c'est que les explosions, entre autres de cancer que l'on peut voir, voilà, c'est aussi en partie dû à ça. Alors il est effectivement difficile. Si vous regardez l'excellent documentaire Mauvaises ondes que vous trouvez sur YouTube aussi, Mauvaises ondes, qui était paru sur France 3 il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Eh bien, dans ce documentaire, vous voyez que l'association Robin des Toits est tombée sur un rapport qui date de 1994, au moment où ils ont lancé le portable. Et la fédération alors, des industries, de l'électronique, etc., la FI2E, à l'époque, avait organisé un certain nombre de réunions avec des médecins, et il avait été clairement dit qu'il était impossible, le cancer étant une affection multifactorielle, il était impossible d'isoler la seule cause des rayonnements électromagnétiques. Ce qui veut dire qu'ils disaient, bon, on peut lancer la technologie, et on ne pourra jamais nous pointer du doigt en disant vous êtes responsable. Voilà. Et là, on est exactement en train de faire la même chose avec le Linky et on est exactement en train de faire la même chose avec la 5G. Et le problème, c'est ce que bon, j'anime une émission sur Radio Transparence là toutes les semaines, que d'ailleurs la locale peut retransmettre s'ils veulent. Voilà, ici puisque vous captez pas ça, mais en tout cas donc ça s'appelle Touche pas à mon compteur. Et effectivement, j'en ai parlé cette semaine. C'est maintenant qu'il faut montrer que c'est un truc qui est nocif pour la santé, parce que maintenant ça se voit. Maintenant, quand vous avez des gens qui réagissent instantanément, au moment où on leur installe le Linky, il n'y a rien d'autre qui a changé dans leur vie, on ne peut pas dire c'est un problème, je sais pas, d'allergie au gluten ou de n'importe quoi, ou de surmenage, c'est carrément dans la semaine, les gens sont parfois chassés de chez eux immédiatement, en tout cas ils ressentent des symptômes immédiats, ça va mieux quand ils vont dans des zones où il n'y a pas le Linky, parfois dans une heure, dans l'espace d'une heure, donc c'est quelque chose de prouvable, de montrable, etc. Si on attend, si on ne fait rien par rapport à ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus de zones pour comparer, de zones sans Linky, et ça veut dire aussi que quand les gens, s'ils réagissent 6 mois, 1 an après, en se disant « mais c'est vrai, je suis drôlement fatiguée depuis… mais depuis quand déjà ?» Ah ouais, ça a commencé à ce moment-là. Sauf que là, ce ne sera plus du tout prouvable. Allez dire 6 mois ou 1 an après « ah non, mais c'était là, c'est sûr, c'était ça ». Non, ça ne sera pas prouvable, d'autant qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne soit pas prouvable, d'accord ? Et pour refuser tout lien de cause à effet. Tout à fait. Il n'y en a pas en fait, donc c'est sûr. Tout à fait. Alors, vous avez complètement raison dans le sens où c'est un appel international à 170 médecins de 37 pays différents, médecins et professeurs. Mais sachez-le, depuis au moins une quinzaine d'années, des appels de scientifiques, il y en a
énormément sur tout ce qui est exposition aux ondes. Vous avez genre l'association de SI, 1500 médecins demandent à leur gouvernement etc. Vous avez l'appel de Fribourg, l'appel de Paris, vous avez différents appels, on va dire, de spécialistes. Vous en avez toute une liste sur le site de Robin des Toits. Voilà, ça fait belle lurette qu'il y en a qui tirent la sonnette d'alarme, et des gens très bien. C'est pas juste des histoires d'hurluberlu, c'est quelque chose de vraiment très documenté. Seulement, il y a de pires sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Donc le problème, c'est que c'est à la population de s'informer. Ne comptez pas sur les médias qui, pour une grosse partie d'entre eux, sont la propriété de grands groupes industriels et bancaires à présent, et qui donc ont tous dans le groupe bancaire des intérêts dans les télécoms, et qui feront tout ce qu'ils peuvent pour éviter que ça se sache trop au niveau donc, des risques potentiels sur la santé. Donc informer les uns et les autres, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et puis essayez de vous limiter déjà votre exposition aux ondes des champs électromagnétiques et de ne pas vous précipiter sur tout ce qui est gadgets connectés divers et variés. Si tout le monde est alerté sur tout ça, ça devrait aussi péricliter. Et puis il faut faire pression sur les élus, sur tout le reste, comme vous avez fait pour beaucoup. Alors, on va clore ce volet santé, je pense. Vous avez peut-être des questions là-dessus, puis on passe à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Pour mesurer les ondes et les champs? Si, tout à fait, il en existe. J'en ai amené aujourd'hui, donc je pourrais vous en montrer après la réunion si vous voulez. Ça existe. Alors, il y a des choses différentes parce que vous avez des hautes fréquences. C'est tout ce qui est Wi-Fi, portable, babyphone, téléphone maison fixe, comme ça, sans fil. Voilà. Les téléphones DECT, alors là, c'est une cochonnerie absolue. Ça rayonne jusqu'à 70 mètres. Voilà. Alors, il existe effectivement des téléphones DECT extrêmement économes qui n'émettent que quand vous téléphonez. Voilà. Alors, il y a différents endroits où vous pouvez vous en procurer. Moi, je connais le site geotellurique.fr. Vous pouvez au moins déjà regarder les modèles qu'ils proposent et vous pouvez les trouver chez eux ou chez d'autres, mais ça donne déjà une idée si vous avez absolument besoin d'un téléphone sans fil. Parce que le téléphone filaire, sinon, peut aussi faire l'affaire. Et au moins, vous ne serez même pas irradié non plus quand vous téléphonez. Parce que sinon, ça peut être très fort. J'en ai mesuré un de téléphone qui n'irradiait pas le reste du temps, mais qui, dès qu'on le sortait de sa base, vous exposait à 7 volts. D'accord? Donc, c'est énorme. Oui. Ces ondes viennent du voisin. Oui. Concrètement, genre le Wi-Fi du voisin. Moi, le portable, il passe pas. D'accord. Je suis très bien. Mais bon, quand j'allume la télé, une télé normale et tout, etc., quand hélas la voisine met son micro-ondes en route, Oui. les murs sont très épais, les personnes ici connaissent chez moi, Oui. et bien tout de suite, j'ai la télé qui donne. D'accord. Si quelqu'un vient avec un portable et aussi cherche pour exorcique, tout de suite, ça me pousse la télé si elle est en marche. D'accord. Donc, vous avez des murs très épais pourtant, c'est ça? Oui. D'accord, d'accord. C'est étonnant parce que les micro-ondes sont relativement bien filtrés par les murs, mais pas par les fenêtres. D'accord. Et pourtant, ça émet quand même très fortement. D'accord. D'accord. Eh bien, écoutez, dans tous les cas, effectivement, il faut savoir si c'est une exposition ponctuelle ou si c'est une exposition, on va dire, régulière. Si c'est un micro-ondes, c'est pas grand-chose. Si c'est un Wi-Fi toute la journée et même la nuit, c'est pire, quoi. Voilà. D'accord. Parce que je veux dire, on a une capacité de résistance. Si par ailleurs vous avez une bonne forme physique de façon générale, si vous vous alimentez bien, si vous dormez correctement, si vous n'êtes pas exposé dans votre quotidien à beaucoup d'ondes, etc., vous avez la possibilité de résister ponctuellement à des choses comme ça. Ce qui est problématique, c'est vraiment si vous avez une exposition plus longue durée, on va dire. Vous avez des gens, malheureusement, de plus en plus qui sont exposés au Wi-Fi, même à leur travail, et du coup, ils n'ont même plus le choix. Chez eux, ils essayent de limiter les choses, mais s'ils sont en immeuble, en ville, ils ont 22 Wi-Fi autour d'eux. Alors, il faudrait aller sonner avec un petit dossier, par exemple, bon, Robin des Toits en fait, mais il y en a sûrement ailleurs aussi, un petit dossier pour essayer d'expliquer aussi quels sont les risques, quels sont les problèmes. Souvent, il suffit de donner quelques symptômes aussi, et les gens, généralement, quand même, ils disent « Ah ben oui, ah non, non, moi tout va bien ». Puis après, finalement, « Ah ben oui, mais c'est vrai, j'ai des acouphènes depuis quelque temps. Ah oui, puis ça me chauffe du côté du portable, ou bien « Ah oui, je dors pas, j'ai des insomnies terribles, c'est vrai. Peut-être que… » Et là, vous leur conseillez d'éteindre le Wi-Fi, par exemple, vous voyez ce genre de choses.
Ça, c'est dans les personnes qui sont exposées autour d'elles, quoi. Voilà. Mais pour ce qui est personnel, c'est plus facile à gérer. Pour ce qui dépend des autres, c'est plus dur. En particulier des antennes relais locales et des choses comme ça. Cependant, ça se fait quand même, hein. Vous avez, il y a quelques mois, des Perpignanais qui ont réussi à faire démonter des antennes sur un château d'eau, par exemple. Voilà. Seulement, la référence de la personne, je vais vous le montrer, hein, ça fend un peu le cœur, mais au moins c'est parlant. Ça s'est passé à Villeneuve-de-la-Raho. C'est un cri de joie et de soulagement, le démontage des antennes de téléphonie mobile à Villeneuve-de-la-Raho. Ce collectif de riverains du château d'eau se félicite de la décision de justice. Au total, 11 antennes de l'opérateur SFR ont été déboulonnées. Celle de Bouygues devrait suivre dans quelques jours. Je crois qu'il faut en finir avec ce cauchemar. C'est vraiment un cauchemar, voyez voir. Je suis heureuse quand même de voir que ça tombe, que les unes vont tomber les unes après les autres. C'était pas beau, mais je persiste à dire que de toute façon, on n'a pas été malade pour rien. Hein. On n'a pas été malade pour rien. Donc ça veut dire quand même que des impacts, il y en a eu sacrément avant qu'on réussisse à pouvoir obtenir ça. Vous allez voir par quoi ça s'est traduit. Pendant plus de 9 ans, le collectif a lutté dénonçant la proximité des antennes à seulement quelques mètres des habitations. Nous avons eu aussi 3 enfants atteints de cancer à l'école du village, que l'un d'eux est décédé à l'âge de 14 ans, après 5 ans de souffrance. Hein. Alors évidemment, ils ne vont pas vous dire les opérateurs c'est de notre faute, mais quand même, dans cette école, il n'y avait jamais eu de cancer. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Évidemment, on ne fera jamais le lien, théoriquement, d'accord? Cependant, malgré tout, vous voyez ce que ça donne. Et je vous invite vraiment à regarder le documentaire Mauvaises ondes sur YouTube, vous verrez, c'est très intéressant, vous avez d'autres exemples comme ça. Voilà. Bon, on va peut-être passer aux autres points, à moins que... Oui, allez-y. Oui. Alors, dans le cas d'une nouvelle installation électrique, c'est pas facile, parce que justement, ils mettent une pression importante, et vous êtes un peu dépendant, parce que vous n'avez pas vraiment encore de compteur. En l'état actuel des choses, il y a des procédures qui sont en cours par des personnes qui se sont vues dire que voilà, ils n'avaient pas le choix. Mais ce sont des procédures au fond qui risquent donc de prendre un peu de temps. Et donc pour le moment, quand on est en tout début de chantier, on conseille d'essayer d'être autonome, on va dire électriquement parlant, mais évidemment ça s'anticipe un peu. Et par contre, donc ça veut dire une frugalité énergétique, on ne met pas des tas de sèche-linge partout, 3 congélateurs et tout ça, on essaye d'être frugal. Au niveau du chauffage aussi, on choisit un mode non électrique et tout ça, mais c'est faisable et c'est probablement la meilleure solution. L'autre solution d'attente, en attendant qu'effectivement les choses se décantent au niveau des procès correspondants, c'est d'essayer de garder son compteur de chantier le plus longtemps possible. Alors on a une lettre... Ah ben de toute façon, c'est mieux. Alors je ne suis pas spécialiste, mais je pense que gaine blindé, c'est quand même une bonne chose. Par contre, effectivement, il faudrait vraiment vous rapprocher de quelqu'un qui connaît très bien l'électricité biocompatible, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on ne peut pas installer justement un filtre? Vous parliez justement qu'ils pensaient au début intégrer un filtre, pas fait par contre de place. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas trouver justement des filtres quand il n'y a pas le choix ou qu'on se retrouve dans des situations? Alors, oui. Entre le compteur EDF et son propre disjoncteur, installer un filtre quelque part. Alors, c'est effectivement ce qui est envisagé, mais le problème, c'est que des filtres vraiment efficaces, c'est des filtres avec des tors essentiellement, donc comme ça, cette forme-là, si vous voulez, voilà. Mais ça va être des filtres qui, si vous voulez, qui vont coûter très cher. La majorité des filtres que vous trouvez sur le marché ne sont pas vraiment très très filtrants, quoi. Il existe des petits filtres, j'en ai un exemple là que je pourrais vous montrer après la réunion. Pour des personnes qui n'ont pas de chauffage électrique, qui n'ont pas un soutirage important, donc ça peut-être convenir d'en mettre quelques-uns, comme ça, dans les prises. Là, il n'y a même pas à installer quoi que ce soit, voilà. Ça, c'est pas un filtre qu'on installe. Un filtre qu'on installe avec un électricien, il en existe effectivement. Mais je ne peux pas vous dire que c'est la panacée parce que, par exemple, il y a des personnes électrosensibles qui ne supportent pas ces filtres-là non plus. Voyez. Donc, chacun est différent, mais c'est quand même aussi un bon indicateur. Voilà. Et ouais. Alors, il va y avoir des choses qui vont se développer, c'est sûr, hein, là-dessus. Mais par exemple, l'association...
Mais il y a des gens qui sont carrément chassés de chez eux, c'est sûr, hein, c'est sûr. Le souci, par exemple, de quelqu'un qui va être en immeuble, c'est qu'il peut mettre un filtre sur ses propres câbles, mais les câbles des voisins passent dans ses murs aussi, et eux, ça ne sera pas filtré, par exemple. Donc, il réduit une partie, mais effectivement, pour certains, ça peut suffire, pour d'autres non. Puis tout le monde n'a pas 1 000 € à mettre dans un filtre vraiment efficace, quoi. Ah, à ce point-là, oui. Oui, oui, les filtres toriques, très, très... Et puis le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient agréés CE, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est pas à la population de devoir faire ça, quoi, ça c'est sûr, c'est sûr. Alors, il y a des gens qui vivent sans électricité maintenant, qui coupent carrément, qui disjonctent, voilà. Complètement, je parlais de l'autonomie tout à l'heure, c'est ça l'idée. Hein. Non, on n'est pas obligé. Non, non, non. Si on peut, si on est déconnecté complètement du réseau, on n'est pas obligé du tout de revendre son surplus, etc. Alors, normalement, oui, mais il faut vérifier. J'ai l'adresse de quelqu'un qui est assez pointu dans tout ce qui est autonomie énergétique. Donc, voilà. Je pense qu'on peut être complètement autonome, même si on est déjà connecté. Mais il faut déconnecter, c'est clair. Eh ben, c'est-à-dire que vous avez une technique autonome de production d'énergie et puis vous avez des batteries de stockage de l'énergie. Ce sont les batteries qui coûtent cher de façon générale. Le reste, bon, ça se gère. Mais effectivement, bon, faut être compatible. Il faut penser aussi à l'aspect hiver. Parce qu'en photovoltaïque, parfois l'hiver, peut-être ça ne suffit pas. Donc il faut avoir généralement un système mixte et un stockage comme ça. Et puis, voilà, être peu énergivore dans ses besoins. Alors, évidemment, pas de chauffage électrique, pas de sèche-linge, éviter d'avoir 3 congélateurs, comme je disais, des choses comme ça. Voilà, mais sinon, c'est parfaitement gérable et c'est probablement le mieux. Au moins, vous êtes tranquille pour la suite, quoi. Ça, c'est sûr.